Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Et oui, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres encore ce jeudi. C'est la 4e édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Nos invités sont déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse. Mais avant, comme vous le savez, nous faisons un tour dans les kiosques avec la nouvelle expression qui parle de crise anglophone. Mission périlleuse pour Moussongue à Bamenda, c'est le grand titre du journal. Les séparatistes menacent la tenue ce jeudi et vendredi des audiences publiques que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme veut donc organiser pour la région du Nord-Ouest. C'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal parle des LECAM et Soucé engage la chasse aux sorcières. Le nouveau directeur général a remanié dans son entourage immédiat, moins de 24 heures après sa nomination, en frappant donc prioritairement et de plein fouet ce que son prédécesseur avait aussi donc nommé dès sa prise de fonction. C'est en page 2. Le journal s'intéresse également à Douala 3e avec le maire qui affronte les commerçants lors de la visite effectuée dans ce grand marché le mardi 29 mai 2018. Il a sommé les commerçants donc installés sur la voie publique de libérer. Et on parlera aussi du vivre ensemble, le monument de Oumniobe, et péril sur le livre Le vivre ensemble. Les explications données pour justifier la destruction du chantier de construction du monument du nationaliste Ruben Oumniobe sont loin de convaincre. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal, la nouvelle expression de ce matin. Le journal Info Matin parle de maîtrise du sommier politique. Marie-Thérèse Abéné-Ondoa rentre bredouille de la Meufoué à Conan. La descente sur le terrain du chef par intérim de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le département a plutôt accentué la démobilisation dans les rangs du parti de Paul Biya. Péril donc sur la présidentielle 2018 au Cameroun. Et dans cette partie du pays, on parle du développement énergétique, le Cameroun à l'école cohérienne. Donc on parle bien entendu du 7e forum Corée-Cameroun sur la coopération dans le secteur de l'énergie qui s'est tenu à Yaoundé. On peut lire tout cela en page 3 et on parle également de la prévention et sécurité routière. Galabibéen en guerre contre les hors-la-loi. C'est en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Un autre journal disponible dans les kiosques, c'est le quotidien Le Jour qui parle du barrage de Lompanga. Remous autour de la gestion de Théodore Nsangou. On parle bien entendu du ministre de l'eau et de l'énergie qui interpelle les dirigeants de Electricity Development Corporation sur l'éventuelle malversation financière. C'est à lire également en page 3 du journal Le Quotidien Le Jour disponible. Le journal parle également de la crise anglophone, menace sur le GCI 2018. C'est dans le numéro de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle de corruption avec le ras-le-bol des citoyens. D'ailleurs avec au moins 100 appels, 100 dénonciations par jour. Le numéro vert mis en place donc pour permettre aux populations de pouvoir dénoncer les exactions de la corruption est donc disponible, continue de faire, également continue de sonner. Et aujourd'hui, il est décidé de prendre des mesures aussi draconiennes pour pouvoir mettre un terme à la corruption dans les administrations camerounaises. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune. D'autres informations sont également à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Mutation qui est dans les kiosques parle donc de donne rendez-vous samedi sous le pont des Bebda. Et avec notamment un sujet, comme vous le savez, donc aujourd'hui l'église catholique y organise d'ailleurs une cérémonie eucharistique. Reportage à Bafia où la douleur de la disparition de l'évêque reste vive. Avec une interview de Monseigneur Samuel Cléda, président de la conférence épiscopale, à découvrir dans le dossier proposé par Mutation de la page 4 à la page 5. D'autres informations sont également à lire dans le même journal. Disponible aussi. L'essentiel parle de l'Amérique des États-Unis avec Trump qui menace le monde entier carrément. Tout un dossier à découvrir dans le journal. Le journal Essentiel s'intéresse également à l'ECAM avec les défis des nouveaux responsables. Et on parle aussi de la lettre de faux recrutement au ministère de la décentralisation. C'est ce qui est également contenu dans le journal L'Essentiel de ce jour. Voilà ce que la presse nous propose. Camille, bonjour. Bonjour.
Bonjour Flavien Balondongo, bonjour Guy Hervé Fongan et bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être avec nous ce matin. Guy Hervé, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour prennent un peu de plaisir à regarder les unes, j'allais dire qualitatives qui paraissent au Cameroun. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour les élèves du sud-ouest et du nord-ouest. On avait un peu peur quand on a annoncé la séquence des examens à travers l'étendue du territoire. Donc on est heureux de savoir que les enfants peuvent composer dans le nord-ouest et le sud-ouest et que tout s'est passé plutôt dans le calme, donc plus de peur que de mal, et une pensée pour ces jeunes-là qui ont été pris en otage par un groupuscule d'individus qui veulent confisquer ce pays et briser notre vivre ensemble. Très bien. Avec vous, nous allons également parcourir quelques sujets contenus dans la presse. Ce matin, il y a la nouvelle expression qui s'intéresse à nouveau à la crise anglophone avec la mission périlleuse pour Mosongue Abamenda. Les séparatistes menacent d'ailleurs de mettre un terme ou d'interdire la rencontre qui commence aujourd'hui et qui va s'achever demain. C'est une rencontre de consultation. Et là, le responsable de l'église en question du cadre qui va accueillir la rencontre fait savoir qu'il reçoit des menaces depuis l'annonce même de la tenue la descente de la commission à Bamenda. En fait, le grand titre de la nouvelle expression répercute en réalité l'escalade qui continue. C'est-à-dire qu'avec ces amazoniens qui se servent des réseaux sociaux pour balancer leurs messages, pour balancer leurs menaces et démontrer qu'ils existent, comment peut-on accepter qu'un groupuscule d'individus menace tout un pays, tout un gouvernement et estime que vous n'avez pas le droit de tenir une réunion à tel endroit parce que c'est notre territoire? Comment peut-on accepter que au moment où le monde entier est en train de parler de dialogue et que cette commission Mosongue arrive dans le nord justement pour parler avec les gens, pour chercher à comprendre, pour chercher à obtenir certainement des sorties de crise, et que des individus de l'étranger estiment que quiconque mettra les pieds dans ce forum-là le fera à ses risques et périls. Ça devient dangereux. Mais seulement, il faudrait que les gens comprennent que le Cameroun ne peut pas continuer à accepter de vivre sous la menace de personnes qui ne représentent rien du tout, mais qui veulent tout simplement instaurer une menace, parce que cet avertissement n'est pas adressé à des personnes en particulier, elle est adressée aux multiples groupes armés. Je continue à le dire, groupes armés qui agissent chacun de son côté pour dire que bon, allez à Bamenda et puis faites fort. Or, cela n'est pas croyable, ce n'est donc pas possible. Et si maintenant, et comme c'est d'ailleurs en train d'être fait, les forces de l'ordre mettent toutes les batteries en marche pour qu'il y ait une sécurité et que ces gens tentent d'attaquer et qu'il y ait des morts, bien entendu, on va encore commencer à parler de massacres et de pogroms. Donc, moi, je pense que le pays entier est témoin de ce genre d'avertissement, de ce genre d'ultimatum qui n'est pas acceptable dans une république. Les responsables des droits de l'homme vont certainement faire des sorties au lendemain de tout cela. Alors, vous avez évoqué, et on apprend d'ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour que la commission Mosongue, qui arrive encore, en fait, qui continue sa démarche dans la recherche de la solution à la crise anglophone. Après le sud-ouest, cette fois c'est le nord-ouest qui va accueillir cette commission. Et je suis de ceux qui pensent que l'État ne doit surtout pas fléchir, parce que ces Amazoniens prennent de plus en plus des libertés à un degré assez effrayant. On ne peut pas, de manière aussi ouverte, menacer un gouvernement. Ça veut dire qu'on est en train de toucher le fond. Quand je vois les messages du genre d'ailleurs c'est un Chris Sanou qui se présente comme le porte-parole de l'Amazonie, qui de manière ouverte menace les autorités et menace les parents en indiquant que les gens qui se rendront à cette grande palabre, parce qu'en fait c'est ça qu'il s'agit, c'est une grande palabre, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que quand Peter Mafani Mosongue a quand même été nommé par le président, après cette crise-là, à la tête d'une commission qui s'appelle multiculturalisme et bilinguisme. Donc il s'agit davantage de dialogue. Comment est-ce que l'État va continuer à dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer? C'est quand même, je vais dire que ça me semble assez surréaliste. Et plus le temps passe, on a l'impression que les choses sont en train de s'empirer. Et il faut absolument que, je le dis très régulièrement, que l'État prenne ses responsabilités. Cette grande palabre doit se tenir, comme ils l'ont indiqué. Parce que rappelez-vous que le SIF a été obligé de délocaliser son congrès pour les mêmes raisons. Parce que les Amazoniens ils ont de plus en plus une capacité de nuisance qui est redoutable. Au point, le SIF, qui est dans son fief à Bamenda, fut obligé de délocaliser son propre congrès. Ça veut dire que ces gars
peut-être qu'on les a sous-estimés et que maintenant il faut qu'on saisisse le taureau par les cornes. Si cette grande parole ne se tient pas au Presbyterian Church, comme annoncé précédemment, et que Peter Mafane Moulougan soit obligé de délocaliser, ça veut dire que ce serait une victoire pour cela et on assisterait à un État qui est à genoux, ce qui ne mettrait, j'allais dire, ce qui ne rendrait service à personne, savoir que l'État est à genoux face à cette situation. Donc il faut que ce meeting se tienne de manière à l'endroit indiqué et à l'heure indiquée et que l'État rassure les populations qui sont menacées. Les gens pourront rester chez eux parce qu'ils ont peur des représailles après cet événement. La simple délocalisation va tout au moins... La simple localisation, pour moi, serait un indicateur de l'incapacité de l'État à tenir ses promesses et ses engagements, et ce serait une victoire de l'Amazonie. Très bien. Ce qu'on ne veut surtout les terroristes tentent d'intimider Moussongué, c'est ce que la presse dit également. Ils tentent d'intimider Moussongué, mais moi je pense que les ONG et les gouvernements étrangers qui parlent toujours de dialogue, prendront acte de cette menace contre le dialogue. Parce que ce que Moussongué est en train de faire avec cette commission, c'est une amorce de dialogue, c'est un appel au dialogue. Et ce dialogue commence d'abord par les Camerounais. Maintenant, après, on verra bien qui viendra parler au nom de l'Amazonie, parce qu'ils parlent de dialogue, on parle de dialogue. Mais comment donc peut-on dialoguer avec des gens qui interdisent le dialogue, menacent... Aujourd'hui, il ne se cache plus. Chris a nous fait un message à visage découvert. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur de rien. C'est très grave. Le jour où on va l'arrêter à l'étranger, on va voir sa photo, on va le présenter comme un martyr, comme une victime de ce régime, alors que quelqu'un est tapé à l'étranger, il menace tout un État, tout un gouvernement. Non, c'est inadmissible. Donc, il faudrait que les ONG qui parlent toujours des droits de l'homme, les États qui parlent de dialogue, comprennent que voilà donc des gens qui sont tout sourds et qui sont absolument irréductibles à toute amorce de dialogue, parce que tout commence par le dialogue. Moi, je pense que cette commission de Peter Mafane Moussongué, qui est justement axée sur le dialogue, si on l'empêche de se tenir, ça veut dire que on a face à soi des gens qui sont complètement autistes. Alors, c'est dans la nouvelle expression de ce matin, parlant des séparatistes qui menacent la tenue de ce jeudi et demain vendredi des audiences publiques que la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme veut organiser dans la région du Nord-Ouest. C'est en page 3 et donc à lire. À lire également dans ce même journal, on parle de l'ECAM avec Essoussé qui engage la chasse aux sorcières. Le nouveau directeur général a remanié dans son entourage immédiat, moins de 24 heures après sa nomination, en frappant, bien entendu, ou prioritairement de plein fouet, ce que son prédécesseur avait aussi nommé dès sa prise de fonction. On va dire que c'est un principe qui est courant dans l'administration publique, dans notre environnement, et moi je comprends l'attitude du nouveau directeur de l'ECAM, parce qu'on est dans une année, j'allais dire, qui est très très sensible. C'est une année qui est structurante pour l'avenir de ce pays, où on a, au même moment, avec la même année, on a les élections les plus structurantes de l'avenir du pays, où on aura la même année les présidentielles, les sénatoriales, les législatives, les municipales. C'est ce genre d'événement qui arrive une fois tous les 25 ans. Donc ça me semble assez sensible pour que le nouveau directeur de l'ECAM n'assure pas ses arrières et qu'il prenne toutes les garanties nécessaires. Donc je ne suis pas surpris qu'une fois nommé, qu'il décide de mener cette mission exaltante avec des gens qui maîtrisent, à qui peut faire confiance, et donc il a fait le ménage autour de lui, il a pris le parti de travailler avec ces gens, les gens qu'il connaît, et refusé de faire confiance à une équipe qu'il trouve sur place. C'est tout à fait, je veux dire que c'est tout à fait compréhensible. On l'a vu dans la plupart des administrations. Je me souviens, encore tout récemment, quand le nouveau recteur de l'université est arrivé ici, il a été obligé de faire le ménage et ramener et nommer autour de lui les gens sur qui il a une certaine assise et qui peut contrôler. C'est tout à fait compréhensible. Et ça se voit même au niveau des microcosmes quand on va à la plus petite échelle. Chaque fois que quelqu'un est nommé à une poste de responsabilité, qu'il a des obligations et des objectifs à atteindre, il préfère y aller avec des gens qui peuvent comprendre sa vision et l'accompagner et ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ici, c'est de manière inutile. Une autre façade. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la maison depuis plusieurs années. C'est raison de plus pour lui, d'identifier tous ceux qui peuvent l'empêcher d'atteindre son objectif. C'est encore plus je vais dire plus révélateur. Quelqu'un de l'intérieur connaît mieux les réalités de l'intérieur. Donc il sait rapidement qu'il faut mettre de côté et construire sa propre équipe à lui qui va l'amener à relever ce challenge-là qui l'attend. Oui, Camille, est-ce que ce changement brusque aussi n'a pas un impact sur le fonctionnement, puisque nous sommes quand même en année électorale et nous sommes dans une phase aussi importante pour l'ECAM, c'est-à-dire le processus d'inscription qui peine un peu à atteindre les objectifs
Flavien Balonongo, vous l'avez dit, c'est un ancien de la maison. Monsieur Eric Essoussé est directeur adjoint d'élection Cameroun depuis 10 ans. Ça veut dire qu'il connaît la maison, il connaît tout le fonctionnement, il connaît les hommes, il connaît tout ce qui marche et chemine avec eux depuis 10 ans. On ne peut pas lui faire le reproche de réaménager l'environnement parce qu'il sait de quoi chacun est capable. Et il sait comment chacun est responsable de ceci ou de cela dans cette maison. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Monsieur Eric Essoussé, qui connaît parfaitement cette maison, a décidé de pouvoir travailler les mains libres et avec maintenant à partir de nouveaux modules. Donc on ne peut pas lui dire qu'on ne peut pas se poser des questions, commencer à spéculer sur les raisons pour lesquelles il a réaménagé, il a procédé à de nouvelles nominations. Non, je pense qu'il a pris ses responsabilités. D'ailleurs, on l'a vu, à peine 1 heure après avoir été nommé, il avait déjà réuni, pendant que généralement les héros responsables, 1 heure après, ils sont en train de ripailler et de boire, et avec des gens qui sont en train de se trémousser dans leur domicile. Lui, M. Eric Essoussé a tenu une séance de crise, une séance de travail avec ses collaborateurs. Il a beaucoup de défis, et parmi lesquels celui d'amener les Camerounais à s'inscrire aussi massivement sur les élections. Il continue, il est dans cette mouvance depuis 10 ans, il est dans cette logique depuis 10 ans. Et moi, je peux vous dire que l'inscription sur les listes électorales continue tous les jours. Bon, regardez, par exemple, moi, je me souviens, le 19 mai dernier. Même si on a observé quand même sur le terrain qu'il y avait un problème d'équipe aussi. Hein. Oui, au-delà du problème d'équipe, il faut quand même remarquer que, au-delà du problème d'équipe et de augmenter le taux d'inscription sur les listes électorales, il y a que son prédécesseur a quand même laissé une ardoise assez importante. Donc les personnels de l'ECAM, c'est règlement plein de salaires impayés. C'est une ardoise. Même de loyers impayés. C'est une grosse ardoise qu'il est obligé de régler. Donc qui mieux que quelqu'un qui a fait 10 ans dans la maison, maîtriser les rouages et sortir le personnel de l'ECAM de cette torpeur-là. Donc je crois que c'est un choix qui me semble judicieux et il espère qu'avec cette nouvelle équipe-là, il va pouvoir au moins, parce que c'était les hommes qui travaillent ici, ils ne règlent pas cette ardoise-là. Parce qu'il y a quand même un défi à relever en termes d'inscription pour légitimer la victoire entre guillemets du nouveau président, du président Paul Biya. Donc plus les gens s'inscrivent et plus la victoire du président sera légitime. Donc il a d'abord un des préalables. Un journal l'a présenté comme étant le nouveau joker de Paul Biya. Voilà, donc un des préalables pour mobiliser les troupes, c'est-à-dire le personnel, ce sera d'abord de régler l'ardoise de ceux-là qui réclament plusieurs arrêts de salaire, plusieurs mois de salaire impayés, qui se déploie nouveau sur le terrain et amène les gens à s'inscrire. Il devrait peut-être commencer par là. Non, moi je pense que Eric s'est inscrit tout simplement dans la continuité de ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que l'inscription des gens sur les listes électorales, parce que les gens, il ne suffira pas seulement aux partis politiques de demander aux personnes de s'inscrire, mais il est quand même à son rôle à jouer. Et moi je peux vous dire que, regardez le 19 mai, j'étais en train de vous dire que le 19 mai, à la veille de la fête du 20 mai, il y avait à Bonabéry, en plein cœur de Mambanda, à l'intérieur de Mambanda, une ville dans la ville de Douala, il y avait Eric qui était en place sous le contrôle de M. Paul Mundoki, de la mairie de Douala 4e. Dimanche dernier encore, au domicile même de Tanko Hassan, les gens étaient assis et les gens étaient appelés à venir s'inscrire. C'est une mission qui est en train qui continue. Donc ce n'est pas une question de RDPC, c'est une question d'Elicam. Et moi je pense qu'Elicam maintenant est en train de continuer le boulot et de chercher à parachever un boulot qui est mal fait en fait depuis 10 ans. Ces équipes moi j'ai vu les bureaux d'Elicam dans les deuils, dans les funérailles. Absolument. Encore il y a quelques jours. C'est dit à combien j'étais agréablement surpris de voir que jusque dans les funérailles, dans les deuils, vous avez des gens qui font le tour et qui demandent oui, c'est vrai, je l'ai vu à l'Ouest à 3 reprises. Ça veut dire qu'ils ont pris toute la mesure de la tâche qui leur a été confiée et ils espèrent qu'ils pourront légitimer la réélection du président Paul Biya. Très bien. Alors, donc on va lire ça dans le journal essentiel, parlant ELECAM et les défis des nouveaux responsables, c'est à lire en page 3 de ce journal essentiel, et également dans la Nouvelle Expression aussi, on parle donc de tout cela. Et sous ces engage la chasse aux sorcières, c'est dans la Nouvelle Expression. Le même journal parle du monument Oumniobé, péril sur le vivre ensemble. C'est quand même aussi un sujet qui fait jaser depuis le début de la semaine. Les explications données pour justifier notamment la destruction du chantier de construction n'arrive pas à convaincre les plus sceptiques. Je vais dire qu'humainement, il n'y a aucune excuse qu'on peut trouver aux membres du canton Bel d'avoir causé cet acte. Vraiment, aucune excuse rationnelle ne puisse exister parce que là, ils ont ébranlé de manière assez violente et brutale notre vivre ensemble. Oumniobé, je vais dire que c'est un patrimoine historique, c'est un héros national qui est même transfrontalier et donc on ne peut pas comprendre que un canton, encore que les autres chefs de la se sont désolidarisés de cet acte-là, qu'ils ont condamné de manière violente et ferme, et il est tout à fait inadmissible qu'on réduise les Douala à un canton et que
Aujourd'hui, les gens de la côte reçoivent le fait de toutes parts et ils sont vilipendés à ce point. Je pense qu'ils ont compris leur forfaiture, les gens du canton Bel, les chefs. Ils sont revenus d'ailleurs en essayant d'expliquer un peu leur attitude, mais je pense il ne faudrait pas qu'on généralise et qu'on fustige l'ensemble des savoirs sur l'acte qui s'est posé il y a quelques jours. Je ne dirais pas, je ne vais pas dire ici que l'endroit où Douala Mangambel a été assassiné aujourd'hui est devenu un bar, une boîte de nuit, qui est un des endroits les plus prisés par les prostituées de la ville, etc. Je ne vais pas dire ça. On ne va pas dire que aujourd'hui le palais ou encore la pagode sont des endroits où on vit de manière quotidienne et désolé à la forme la plus achevée de la dépravation des mœurs. Rien n'a été fait dans ce sens-là et ils devraient se ressaisir, rectifier le tir parce qu'on peut leur rappeler un certain nombre de bourdes qu'ils ont eu à commettre. Je ne parlerai pas d'une Gondo qui dans l'espace consacré qui était les berges d'ouvriers aujourd'hui a été bradé, a été vendu à quelqu'un parce qu'il a de l'argent, on a bradé la tradition. Non, on va pas rentrer dans ce jeu-là et on va simplement appeler à ce qui est une construction de la nation, parce que ce type d'attitude permet de détruire la construction d'une nation. On n'est plus tout dans un état. Alors, ça ne rassure pas. Est-ce que quelqu'un dit un journal Sa Presse, par exemple, le journal Sa Presse qui fait savoir que le canton Bel a jeté un pavé dans la mare? Oui, parce que il y a aussi, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, ce que certains appellent le principe d'antériorité. Et je me suis laissé dire qu'il y a une demande pour ériger une stèle de Douala Mangambel qui avait été longtemps introduite, qui n'a pas abouti, et que quelques temps après, ils ont découvert qu'on voulait leur ériger une stèle pour Omiobé. Bon, on ne comprend pas très bien aussi pourquoi est-ce que cette demande-là n'a jamais abouti, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont posé comme acte le week-end dernier. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas répondu de manière favorable à ce qu'il y ait une stèle pour Douala Mangambel. Camille Nélé, on parle de vivre ensemble, carrément, aussi bien que partant de l'acte qui a été posé samedi. Flavien Valonongo, on agite le prétexte de vivre ensemble pour créer ce que moi j'appelle une tempête dans un verre de vin. J'ai l'impression que les gens sont sous, ils ont bu du vin, ils sont noyés dans un verre de vin et ils racontent n'importe quoi. Parce que je suis sidéré aujourd'hui que les gens condamnent, les gens accusent sans savoir. Les gens condamnent sans avoir entendu qui que ce soit. Qui est allé voir le roi Bel pour lui poser des questions? Qui est allé voir le délégué du gouvernement Tonin? Les gens condamnent. Ils condamnent. Alors tout ce qui est dit dans la presse est inventé. Laissez-moi parler, Flavien Valonongo. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne sont jamais demandé qu'est-ce qui s'est passé exactement. La communauté Bel n'a pas détruit le monument. Elle a cassé le petit mur de Kuala Kuala qui était autour pour marquer son mécontentement. Est-ce que vous savez que jusqu'au 5 mai dernier, le chef Bel avait adressé une lettre à M. Tonin pour lui dire que nous entendons que vous êtes en train de construire un monument à tel endroit. Le minimum est que vous devez nous voir, nous devons nous voir pour nous concerter, et même c'est dans l'esprit de la loi de 71 faite par l'IGP qui demande aux délégués du gouvernement d'entendre les communautés, de se mettre d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait que les communautés voient M. Tonin rencontre les communautés? J'ai l'impression que M. Tonin ignore lui-même que cet endroit où est posé le monument, ou alors il le sait, il les a snobés, est un ancien cimetière. C'est là que se trouvait le cimetière Njonjo. En dessous, c'est les morts et des ossements qui sont là. On a rasé ce cimetière pour le mettre un peu. Non, mais c'est révélé au grand jour parce que attendez, laissez-moi terminer. Il y a plusieurs choses qui sont érigées. Le problème n'est pas de choses qui sont érigées, c'est un ancien cimetière. Faut-il mettre une stèle pour un homme qui est lui-même héritier du combat de Douala Mangambel au-dessus d'un premier cimetière? Première question. Deuxième question, savez-vous que à cet endroit où se trouve ce monument-là, où on devait poser ce monument, il y a un courant de haute tension qui passe. Le problème des chefs Bel était de pouvoir s'accorder. Non, Flavien Valonongo, écoutez, c'était boulot d'abord de se mettre d'accord avec monsieur le délégué pour lui dire que
si nous voulons faire quelque chose pour M. Oumniobé, parce qu'ils n'ont rien contre Oumniobé, il faut que nous mettions d'accord, pour que nous vous indiquions, que nous mettions d'accord sur un site. Mais ce site-là n'est pas approprié. Et renseignez-vous, cet endroit-là est un endroit extrêmement accidentogène. Il y a énormément d'accidents dans cet endroit-là. Et cette stèle, telle qu'elle est placée, elle peut créer d'autres accidents. Or, ce que je veux vous dire, personne n'a entendu les chefs de Bonapriso. Personne n'a entendu les chefs de Bonapriso qui sont frustrés par des actes d'expropriation. Savez-vous que la cité des douanes qui est tout à côté là, c'était un terrain de Belle qui a été pris par l'administration pour construire la cité des douanes. Elle a été rasée aujourd'hui. On est en train d'ériger la cité du Centenaire. Qui l'a érigée? Au nom de qui? Est-ce que c'est pour la terre appartient à l'État? Non, laissez tout ça. La terre appartient à l'État. Maintenant, les bâtiments administratifs qui sont à Bounandio, qui avaient été expropriés par l'administration, aujourd'hui, ils sont vendus à des particuliers. C'est toujours l'État qui estime que c'était de cause d'utilité publique, maintenant c'est d'utilité privée. Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent. Et moi je pense que là aujourd'hui, le chef Bell va faire une communication pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une question de tribalisme, ce n'est pas une question d'outrage à Oumniobé, encore qu'ils savent très bien que Oumniobé n'est que l'héritier du combat de Rodolphe Mangueba. Mais il faut qu'on arrête de parler de tribalisme. On arrête d'affirmer, comme l'a affirmé un confrère aussi sérieux que Edmond Kenga, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit que les explications données ne convainquent personne. Ne convainquent données par qui? Lui qui écrit. Il a rencontré le prince de Mangabel, le prince de Label. Il a rencontré le directeur. Il a ses sources quand même. Non, c'est pas une question de source. Le journaliste recoupe. Il recoupe auprès des acteurs. Moi, je dis que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est un mauvais procès. Mais un procès maintenant qui se transforme en une espèce de vecteur de haine. Alors, Guy, et ça, c'est pas sérieux. On va quand même parler, même s'il estime que ce n'est pas je voudrais dire, le monument qui a été détruit, en construction encore, mais quand même, tout ce qui encadre au moins le monument fait partie de ce monument-là. Détruire ça de cette façon, c'est quand même aussi regrettable, non? Vous voulez dire que c'est un acte de vandalisme, simplement? Non, mais il faut... Non, je ne voudrais pas faire dans du révisionnisme, mais je voudrais quand même dire que, doyen, que cet acte nous a quand même permis de rentrer dans notre propre histoire et de mieux la comprendre. Parce que dire ici de manière ouverte et présenter Oumniobé comme héritier de Douala Mangabel, je veux dire que c'est assez discutable. Parce que depuis ce qu'on dit depuis quelques temps aujourd'hui, ce qui a été mis dans l'espace public en termes de littérature grise, aujourd'hui présenter Oumniobé comme héritier de Douala Mangabel, c'est très très discutable quand on sait exactement le rôle que les uns et les autres ont joué dans dans l'émancipation de ce pays. On pourra en parler, ça nous prendra au moins. Non, ça ne prendra pas des heures. Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire que Douala Mangabel est mort pour le plateau. Attendez, pour le plateau et Douala Mangabel Oumniobé pour le Cameroun. Non. Je dis qu'au moment où Douala Mangabel était pendu, c'était pour le Cameroun, pour Cameroun-Stade. Et Oumniobé qui est mort 44 ans plus tard, est mort aussi pour le Cameroun. Ne dites pas que Oumniobé est plus que Douala Mangabel. Ce sont des héros. Ce sont des gens qui avaient une autre héritier de Douala. Mais héritier dans la lutte pour la liberté, pour la dignité, pour la préservation de leur territoire. Dans le journal, il ne faut pas faire ce genre de comparaison maladroite. Je voulais, sans déterrer les faucilles, je voulais simplement questionner les faits, les interroger pour indiquer que cet acte du week-end dernier aurait pu avoir des dégâts collatéraux incommensurables. Est-ce que vous savez que le même samedi, il y a une bande de jeunes de commandos qui étaient décidés à aller mettre le feu à la chefferie ce jour-là. Donc, nous, c'était l'intervention de quelques leaders politiques dont je préfère, qui sont rentrés en scène, juste ayant eu l'information. Pour le citer Samba et quelques autres. Pour les neutraliser, bon, on va les dire Samba et quelques-uns, oui. Ils seraient allés mettre le feu à la chefferie du canton. Et j'aurais fait quoi? Ça veut dire non, justement, ce type d'étude aurait d'autres incidences et créer des dégâts collatéraux que vous et moi on ne saurait mesurer aujourd'hui. Donc il faut dire que ce type d'attitude est irresponsable et sans l'honneur parce que Kouroussé, ils étaient prêts à aller mettre le feu, ils étaient motivés à le faire. Et s'il avait posé cet acte, imaginez les représailles, la réplique, etc. Le vrai responsable, c'est Tonnet qui jusqu'à présent n'a pas voulu rencontrer le chef Bell pour dire que je veux faire ça. Est-ce que je peux trouver un endroit? Il ne l'a pas fait jusqu'à présent et personne ne l'a rencontré. Il n'a dit rien à personne. Et ça devient une histoire tribale dans laquelle on insulte même tous les chefs de Douala. J'ai lu ici avec effroi la contribution de M. Achille Mbébé qui a carrément insulté tous les chefs de Douala en disant que c'est des idiots. Alors quand un intellectuel comme celui
là se permet ce genre de réponse, ça veut dire que le débat s'est enfoncé très très loin. Non, le débat s'est enfoncé. Je n'ai jamais rien lu d'aussi violent. Washington mettrait tous les chefs dans la d'idiot depuis la nuit des temps. Vous permettez qu'on passe à autre chose? J'ai jamais rien lu d'aussi violent. Merci bien. Alors, donc on va lire ça dans la Nouvelle Expression et bien d'autres tabloïds, en tout cas qui s'intéressent à cette actualité. La Nouvelle Expression parle de monument de Oumyobé, péril sur le vivre ensemble. Et là, on parle des explications données pour justifier la situation qui n'arrive pas à convaincre. Simplement, le reporter s'est limité à ce niveau. Donc, je laisse le soin au lecteur d'aller découvrir. C'est en page 3. On va dire autre chose. On va dire un mot sur Mutation qui parle de rendez-vous, qui donne rendez-vous pour samedi sur le pont de Begda. Vous vous souvenez encore ce qui s'est passé là-bas, avec bien entendu le décès, cette petite phrase « Je suis dans l'eau » de Monseigneur Benoît Bala. Je fais partie des quelques personnes qui ont quitté Douala pour aller à Ebeda. Je suis arrivé la veille, j'avais été envoyé en mission spéciale par le PDG de la Nouvelle Expression, du groupe Equinox Nouvelle Expression. Je suis arrivé la veille, j'ai été, non seulement j'ai posé des questions à tout Ebeda, j'ai été jusqu'à Bafia, j'ai été parfois pour essayer de comprendre. Et à mon retour, j'étais là au moment où on sortait le cadavre de Monseigneur Bala de l'eau. Un an après, on ne sait toujours rien. On se contente toujours de cette formule qu'il est mort par noyade. Est-ce qu'il s'est noyé? L'a-t-on noyé? On ne l'a toujours pas dit. L'autopsie ne l'a pas dit. Ça reste un véritable mystère. Mais toujours est-il qu'un an après, l'Église catholique est en train de se soutenir, donne rendez-vous aux gens sur le pont de Bebda. Mais je peux vous dire que cette histoire reste un point noir dans l'Église catholique au Cameroun, parce qu'il faudrait que les gens comprennent, sachent. Mais jusqu'à présent, un an après, rien ne nous dit encore quoi que ce soit sur la mort de ce prélat qui, comme vous l'avez dit, a laissé comme dernier message: je suis dans l'eau. Alors, je suis dans l'eau. Est-ce que je suis allé dans l'eau moi-même, ou bien est-ce que moi j'étais dans l'eau? Voilà. Donc l'Église catholique organise donc une cérémonie eucharistique avec un reportage à Bafia dans le journal Mutation, et également l'interview de Monseigneur Samuel Feda, président de la conférence épiscopale. Moi qui ai été socialisé dans le moule de l'Église catholique, vous comprendrez mon inconfort. Parce que la vérité, ce qui se passe ici, on a noyé un assassinat de manière assez grossière. Ça fait un an, jour pour jour. Et personne ne nous a dit exactement ce qui s'est passé. Et je pense que quand dans un pays, on assiste à ce genre de choses, on a envie de croire qu'on est dans un état nature au sens de Jean-Jacques Rousseau. Parce que si dans un pays, les avocats sont violentés, les avocats qui sont considérés dans des pays sérieux comme des seigneurs, comme des gens à qui on ne touche pas facilement, sont violentés de manière ouverte, où les hommes de Dieu sont assassinés sans que ça n'émeut personne, ça veut dire qu'on est en plein dans l'état de nature au sens de Jean-Jacques Rousseau. Et souvenez-vous de l'homélie lors de la dernière, la messe de revoir de Monseigneur Bala. Il avait été, des révélations assez fracassantes avaient été faites, et dans laquelle l'Église nous disait même qu'ils connaissent les causes et les coupables, et que le ver est dans le fruit. Et jusqu'aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose. Nous autres fidèles qui allons régulièrement à l'Église catholique, on est très embarrassés, parce qu'il y a eu plusieurs sons de cloche autour de cette affaire qui ne nous rassurent pas. Certains auraient pu, pour avoir entendu des sons assez discordants, parce qu'on aurait pu voir leur foi ébranlée, parce qu'il s'est dit un certain nombre de choses quand même au sujet de Monseigneur Bala, pas possible qu'on s'en trouble de sa mort, évoquant un certain nombre de pratiques auxquels ils étaient habitués dans ce clergé-là. Donc c'est à l'Église de clarifier cette situation et nous aider à comprendre cet état de choses. Donc là, on est restés tous sur notre faim. Moi, je m'attendais, après l'homélie, à un véritable électrochoc, à ce que au moins il y ait des mesures, des sanctions fortes qui soient prises. Aujourd'hui, on a comme vous, les prélats cherchent également à comprendre réellement ce qui s'est passé. Sauf que durant l'homélie, ils nous ont fait croire qu'ils savaient ce qui s'est passé. Si vous vous souvenez de l'homélie de Monseigneur Bala, la dernière messe, ils semblaient dire qu'ils savaient exactement ce qui s'est passé, qu'ils attendaient, d'ailleurs qu'ils donnaient quelques jours au gouvernement pour se prononcer. Mais jusqu'aujourd'hui, un an après, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Donc, merci. Nous sortons de l'émission. En fait, nous sommes arrivés à son thème, mais simplement ce qu'on retient, c'est que c'est un rendez-vous qui a été donné par Mutation sur cette question avec l'interview de Monseigneur Samuel Keda sur
le processus même qui est mis en place pour voir et comprendre exactement, puisque même s'ils savent ce qui a été fait, ce qui est fait, et ils veulent également que ce soit de la bouche des autorités et du gouvernement camerounais. Mais ça aurait été bien qu'ils nous disent eux-mêmes ce qu'ils savent. Ça aurait été bien, comme ça aurait permis, comme dit Guy Hervé Fongan, de raviver la foi de certains, la foi qui a été absolument bousculée. Ça nous aurait rassuré, parce qu'on nous a dit un certain nombre de choses en termes de pratiques courantes au sein de l'Église, nous qui peuvent ébranler nous autres notre foi. Mais Flavien Ballon, et ça ne nous rassure pas. Prospérer ce genre de rumeurs, mais je ne peux rien dire. C'est laisser prospérer ce type de rumeurs qui ne nous rassurent pas. J'ai aussi la nette impression, Guy Hervé Fongan, que les gens vont certainement commémorer les 1 an de la mort de Monseigneur Mbala, mais ils ont oublié que 5 jours avant la mort de Monseigneur Mbala, un autre prêtre de l'église, de Bafia toujours, avait été retrouvé mort dans sa chambre. On a oublié cela. Monseigneur Mbala venait à peine de l'enterrer, que 5 jours plus tard, lui-même était trouvé mort. Donc, il y a eu 2 morts à Bafia. On parle de Monseigneur Mbala parce que ça a été la mort la plus spectaculaire et la plus inexplicable. Mais l'autre aussi, personne ne revient sur les circonstances assez troubles. Encore que d'aucuns ont tenté de lier les 2 morts. Il y en a beaucoup qui les ont laisser prospérer la rumeur, c'est laisser les fidèles catholiques que nous sommes dans l'impasse et ça ne rassure pas. Très bien, merci à vous chers messieurs. Alors la suite c'est dans les kiosques ce matin. Vous avez la possibilité d'aller vous procurer ces différents tabloïds et être au parfum de l'actualité. Bonne journée à vous, bon retour à vos différentes rédactions. Demain ce sera la dernière de la semaine. Au revoir.